Dans ce paragraphe, nous allons définir la notion de loi conjointe pour un couple de variables aléatoires. Donc si xy est un couple de variables aléatoires définis sur le même univers oméga, eh bien on appelle loi conjointe l'application qui va de R croix R dans l'intervalle 0,1 et qui est un couple xy associe la probabilité de l'événement grand X égale X, intersection grand Y égale Y. Donc là il y a une notation P indice xy, mais qui n'est pas du tout officielle, donc on va un petit peu éviter de l'utiliser. Alors si x et y ne sont pas, soit x n'est pas dans l'ensemble des valeurs prises par x, soit c'est y qui n'est pas dans l'ensemble des valeurs prises par y. Donc dans ce cas-là, l'événement grand X égale X, inter grand Y égale Y est vide, donc sa probabilité est nulle. Donc ça on le sait à l'avance. Donc pour déterminer la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires, on détermine d'abord x de oméga et y de oméga, et ensuite on calcule ces probabilités pour x dans grand X d'oméga et y dans grand Y d'oméga. Puisque là, c'est seulement dans ce cas qu'on peut trouver des valeurs non nulles. Alors comme notre univers est fini, les univers images sont aussi finis, donc on les note comme dans le premier paragraphe. Alors parfois, on note comme ça PIJ, la probabilité que grand X égale XI, inter grand Y égale YJ. Donc on peut éventuellement représenter la loi par une matrice. Et deuxième chose, puisqu'on a vu que ces événements forment un système complet d'événements, la somme de leurs probabilités donne 1, et en fait on a une double somme comme ça. Donc c'est-à-dire si vous représentez par une matrice, la somme de tous les coefficients donne 1, et d'après le théorème de Fubini, on peut faire les sommes en ligne ou en colonne. À la fin, au total, on va trouver 1. Alors pour de petites valeurs de Q et de N, c'est-à-dire quand X et Y ne prennent qu'un nombre petit de valeurs, on peut représenter la loi conjointe par un tableau. Ça aide à visualiser les choses. Donc ligne I colonne J, on place la valeur XI, la valeur YJ, et à l'intersection des deux, la probabilité que grand X égale XI, inter grand Y égale YJ. Une fois qu'on a fait ce tableau, donc on peut vérifier que la somme de toutes les cases donne 1. Donc on va voir un exemple. On a une urne avec 3 boules numérotées et on en tire 2 successivement avec remise. On appelle x1 le premier numéro pioché, x2 le second numéro pioché et grand X le maximum des deux, c'est-à-dire le plus grand numéro pioché. Donc là les univers images, c'est les entiers de 1 à 6. Alors on va procéder par dénombrement, puisqu'on est dans une situation où il y a équiprobabilité. Donc pour I et J, I dans l'univers image de x1, J dans l'univers image de x2, donc entre 1 et 6 tous les deux, on dénombre l'événement x1 égale I, intersection x2 égale J. Ça veut dire qu'on a pioché au premier tour le numéro I et au deuxième tour le numéro J. Bon, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Or, le cardinal de l'univers c'est 9, puisqu'on pioche avec remise 2 fois dans une urne où il y a 3 boules. Donc la probabilité de x1 égale I inter x2 égale J, c'est 1 neuvième. Ça ne dépend pas de I et J. Donc dans notre tableau, on a 1 neuvième partout. Et la somme des cases, ça fait bien. Ensuite, on va faire le couple x1y, sa loi conjointe. Donc là, c'est un petit peu différent. Déjà, on peut remarquer que si y, on va regarder ici, y c'est le plus grand numéro pioché, donc y est forcément plus grand que x1, puisque c'est le plus grand des deux numéros. Donc si on prend i une valeur prise par x1, j une valeur prise par y, donc là ils sont encore entre 1 et 6, donc si i est plus grand que j, avoir x1 égale i intersection y égale j, c'est-à-dire que le plus grand numéro pioché c'est j, et le premier numéro c'est i, donc c'est absurde parce que i est plus grand que j, strictement. Donc c'est l'ensemble vide, donc sa probabilité est nulle. Donc ici on a des zéros ici. Ensuite, si i est strictement plus petit que j, dire qu'au premier tour on a le numéro i et que sur les deux tours le plus grand numéro c'est j, comme j est strictement plus grand que i, eh bien ça veut dire qu'au premier tour on a le numéro i et au deuxième tour on a le numéro j. Donc la probabilité cherchée c'est 1 neuvième. Donc on a 1 neuvième ici au-dessus de la diagonale.
Et enfin, si i égale j, c'est un peu plus compliqué. Alors si c'est x1 égale 1 et y égale 1, la première pioche donne 1, le plus grand des deux c'est 1. Ça veut dire qu'on a pioché 2 fois la boule 1, donc une probabilité de 1 neuvième. Avec 2 et 2, premier tour donne 2, le plus grand sur les deux tours c'est 2. Bien, là il y a deux cas, soit on pioche la boule 2 et la boule 1, ou alors on pioche 2 fois la boule 2. Donc ça donne une probabilité de 2 neuvièmes. Et si c'est 3 et 3, donc ça veut dire que soit on pioche la boule 3 et la boule 1, soit la boule 3 et la boule 2, soit la boule 3 et la boule 3. Et donc on trouve 3 neuvièmes. Donc ce sont les valeurs sur la diagonale. Et donc on peut vérifier comme ça que la somme des cas, ça fait 1. Donc là on a un exemple où les valeurs prises par le couple x1, y, ce n'est pas tout à fait égal au produit cartésien 1, 3 par 1, 3, parce qu'ici il y a des valeurs qui ne sont pas possibles. Mais donc, on voit qu'on n'a pas forcément besoin d'en tenir compte au départ, et que dans le tableau, on va avoir des zéros. Donc, par contre, il faut faire attention quand on calcule les probabilités. Donc, quand on calcule ce style de quantité, là, P de x1 égale i inter y égale j, et bien souvent, il va falloir faire une disjonction de cas par rapport à i et j, suivant qui est le plus grand des deux. Donc là, ici, on a un premier exemple. Donc, pourquoi on va rencontrer ça? Puisqu'en fait, nos deux variables vont dépendre l'une de l'autre. Et donc, il va y avoir des valeurs qui seront interdites si elles sont prises en même temps. Alors, connaître la loi conjointe, ça permet de trouver la loi d'une somme de variables aléatoires. Et on verra en exercice que c'est quelque chose qu'on étudie très souvent. Donc, si on suppose que x et y sont des variables aléatoires à valeur entière, positive, donc à valeur dans n, et si on pose grand S égale x plus y, eh bien déjà les valeurs prises par grand S, ce sont des entiers naturels, puisqu'on additionne des entiers naturels. Et ensuite, donc, il faudra apprendre la formule suivante. Donc, pour tout entier naturel petit n, la probabilité que grand S égale n, c'est la somme des probabilités que x égale k, intersection y égale n moins k. Donc il faudrait réussir à apprendre cette formule, parce que la démonstration est un petit peu longue. Alors voyons la démonstration. Donc on a x et y à valeur dans n, on pose s égale x plus y, qui est une variable aléatoire à valeur dans n. Alors y de oméga, c'est les entiers naturels. Donc on a vu que les événements y égale k pour k entier naturel forment un système complet d'événements. En particulier, leur union est égale à l'univers oméga. Alors donc si on considère l'événement grand S égale n. Donc comme c'est un événement, par définition, c'est une partie d'oméga. Donc quand A est inclus dans oméga, A intersection oméga, ça fait A. Donc ici, je peux dire que grand S égale n, c'est égal à grand S égale n, intersection oméga. Oméga, je le remplace par l'union des événements y égale k. Ensuite, par distributivité de l'intersection par rapport à l'union, je distribue. Et là, donc, petit raisonnement, dire que la somme vaut n et que le deuxième terme de la somme vaut k, eh bien c'est équivalent à dire que le premier terme vaut n moins k et le deuxième vaut k. Donc le raisonnement est au-dessus. Pour tout oméga dans l'univers, si pour cette valeur de oméga la somme vaut n et y vaut k, c'est bien équivalent à dire que x égale n moins k et que y d'oméga égale k. Donc ici c'est bien une équivalence. Donc ici c'est bien une égalité entre nos deux ensembles. Donc l'événement grand S égale n, on peut le réécrire comme ceci. Ensuite, il faut voir que dans cette union infinie, il n'y a en fait qu'un nombre fini de termes. Pourquoi? Parce que si k est strictement plus grand que n, n moins k est strictement négatif. Et donc l'événement grand X égale n moins k est vide, puisqu'on a dit que grand X prenait des valeurs entières positives. Et quand on fait union ensemble vide, ça ne change rien à l'ensemble de départ. Donc en fait, on peut enlever les valeurs de k qui sont strictement plus grands que n, et donc k va de 0 à n. Et enfin, donc, ces événements sont 2 à 2 incompatibles par rapport à k, parce que je ne peux pas avoir y égale k et y égale k' si k n'est pas égal à k'. Donc quand je passe aux probabilités, l'union devient une somme, et j'ai démontré ma formule.
Alors surtout, donc, l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'oublier la somme ici. Mais dans ce cas-là, le cas n'a plus de sens. Et donc le calcul est totalement absurde. Alors comme pour les variables aléatoires, on peut se demander si on se donne des valeurs dans un tableau comme ça, est-ce qu'il existe un couple de variables aléatoires pour lesquelles ces valeurs donnent la loi conjointe? Donc la réponse est sensiblement la même. Donc il faut se donner des réels PJ qui sont positifs, et il faut que la somme de tous ces réels soit égale à 1. Donc dans ce cas-là, on peut se donner n'importe quel réel distinct x1 jusqu'à xn, donc distinct entre eux, et y1, yp distincts entre eux. C'est-à-dire dans les valeurs, on met ce qu'on veut, tant que c'est des nombres distincts. Eh bien, il existe un couple xy défini sur un espace probabilisé, tel que les valeurs x1, xn, ce sont exactement les valeurs de grand X, y1, yp, ce sont exactement les valeurs de grand Y, et la loi conjointe est donnée par nos PIJ de départ. Et bien sûr, comme on a des nombres positifs dont la somme donne 1, eh bien ces nombres sont compris entre 0 et 1. Voyons la démonstration. Donc on se donne des réels positifs dont la somme vaut 1, et on se donne aussi des réels de z distincts x1, xn, et des réels de z distincts y1, yp. Donc eux, ils sont vraiment quelconques. Et donc, on veut construire un espace probabilisé oméga p et une application z de oméga dans R carré. Donc, tel que z de oméga, eh bien c'est x d'oméga, c'est les couples x, y, j. Et pour tout ij, la probabilité que z soit égal au couple x, y, j, c'est pij. Donc, on définit d'abord l'univers, on prend le produit cartésien an croix 1p. Donc, c'est des couples d'entiers. L'abscisse est entre 1 et n, l'ordonnée est entre 1 et p. Et ensuite, on définit une probabilité sur oméga. Donc c'est celle qui donne comme probabilité à l'événement élémentaire le couple IJ. Alors ça, donc, IJ c'est un couple, et on le met en tracolade, donc ça fait un singleton. C'est un ensemble qui a qu'un seul élément, c'est le couple IJ. Et bien, la probabilité de ce singleton, c'est PIJ. Alors d'après le théorème 7 du chapitre 14, comme les PIJ sont positifs de somme égale à 1, ça vous définit bien une probabilité sur oméga. Donc ensuite, notre variable z de oméga dans R carré, au couple IJ, on associe le couple x, y, j. Et pour simplifier les notations, on définit ce qu'on appelle les deux projections. Donc P1 de R carré dans R à un couple, vous associez la première composante, et P2 c'est la seconde composante. Et donc vous posez grand X égale P1 rond Z, donc ça va de oméga dans R, et grand Y, P2 rond Z, ça va de oméga dans R, donc ce sont des variables aléatoires, réelles. Alors on remarque que P1 de XY, le couple P1 de XY, P2 XY, c'est le couple XY. Donc si pour X vous prenez Z de oméga, pour XY, vous prenez Z d'oméga qui est un couple, vous obtenez que le couple P1 de Z d'oméga et P2 de Z d'oméga, c'est Z d'oméga. Et donc par définition, c'est grand X d'oméga, grand Y d'oméga qui est Z d'oméga. Donc Z, c'est bien un couple de variables aléatoires XY. Donc on a construit l'univers, la probabilité, le couple de variables aléatoires. Maintenant, il reste à vérifier que Z vérifie les conditions. Donc Z d'oméga, par définition, c'est tous les couples x, y, j. Donc c'est ce qu'on voulait. Ensuite, l'événement Z égale x, y, j, eh bien c'est l'ensemble de oméga de l'univers tel que Z d'oméga prend la valeur x, y, j. Mais par définition de Z, Z prend la valeur x, y, j pour le couple ij. Et comme les xi sont distincts, et les yj aussi, eh bien il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, c'est le singleton couple ij. Et donc la probabilité que z égale x, y, j, c'est la probabilité de ce singleton. Et par définition de P, ça fait PIJ. Donc on a bien vérifié toutes nos conditions. Alors par exemple, on peut vous demander de montrer qu'il existe un couple discret XY à valeur dans AN carré, dont la loi conjointe est donnée par cette formule. Donc on sent bien par exemple que ici ça ne doit pas être plus grand que 2, puisqu'une probabilité ça doit être entre 0 et 1. Donc d'après le théorème, il faut vérifier que ces nombres sont positifs et que la double somme donne 1.
Donc on appelle PIJ ces nombres pour que ce soit comme dans le théorème. Alors ils sont bien positifs, c'est évident. Et pour la double somme, eh bien on calcule d'abord la somme qui est entre parenthèses. Alors faire Fubini, ça ne change rien, puisque I plus J, c'est égal à J plus I. Donc là, si on permute les deux signes de somme, on tombe sur le même calcul. Donc là, on fixe I, et on calcule cette somme. Voilà, on tombe sur une somme arithmétique. Et ensuite, on somme le résultat obtenu par rapport à I. Et donc là, vous regarderez, ces petites révisions sur les doubles sommes, on trouve bien. Hein. Donc d'après le théorème précédent, il existe bien un couple de variables xy, tel que les valeurs de grand X, c'est les entiers de Rn, les valeurs de grand Y, c'est les entiers de Rn, et la loi conjointe est donnée par la formule souhaitée.